bienvenue dans cette émission spéciale sur la liberté de la presse qui vous est préparée par les radios Isanganiro, Lema FM, Bonesha, Renaissance et le journal Iwachu en partenariat avec la Benevolencia, une organisation néerlandaise œuvrant dans le domaine de résolution des conflits à travers les outils de communication de masse. En effet, depuis 2 ans, avec le coup d'État manqué du 13 mai 2015, la liberté de la presse a été sacrifiée sur l'autel de la crise qui s'en est suivie. La destruction de 5 radios et télévisions indépendantes qui a été suivie par la fermeture de mêmes médias avec la radio Humuriza FM de Gitega et RPA Ngozi, un journaliste caméraman tué, emporté disparu, des dizaines exilés, des arrestations et détentions arbitraires et des dossiers pendant en justice, une rétention de l'information par certaines sources publiques, la suspension du syndicat des journalistes IBJ, la réticence des partenaires financiers à appuyer ce qui restait des médias, pour ne citer que cela. Voilà de manière schématique ce qui a pesé sur la presse durant les 2 ans qui viennent de s'écouler. Quelques éclaircies tout de même, pour être juste, une radio et une radio-télévision des 6 qui avaient été fermées sur ordre du procureur général de la République, en l'occurrence la radio Isanganiro et la radio Télé Rema FM, ont été autorisées en février 2016 de reprendre leur programme. Un peu plus tard, la radio Humuriza FM a elle aussi, était autorisée de rouvrir, sans oublier la maison de la presse et son studio. Mais jusqu'aujourd'hui, le sort des radios Bonesha, RPA Bujumbura et Ngozi, ainsi que la radio-télévision Renaissance, reste incertain. Seuls les sites des médias fermés fonctionnent. Après 2 ans, parsemé d'embûches au point de vue liberté de la presse, on peut se demander ce qui en reste de cette liberté sans laquelle les autres libertés ne seraient que illusoires. Sur 180 pays enquêtés, l'ONG Reporters sans frontières vient de classer le Burundi, sa 60e en matière de la liberté de la presse. Un recul de 15 places en 1 an. Comment en est-on arrivé? Est-il possible de changer la situation? Qu'est-ce qui peut être fait? Par qui? Y a-t-il des acteurs qui doivent prendre les devants pour que la liberté de la presse ne soit pas taxée d'en être qu'un slogan? Et c'est autour plutôt de ces questions que nous allons dans cette émission échanger avec nos invités. Dans ce débat, nous avons invité Jean-Baptiste Balibonekeza, président de la Commission nationale indépendante des droits de l'homme. Bienvenue. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Je vous remercie aussi de l'invitation. Ok, nous avons aussi invité Alain Diomède Nzeimana, porte-parole adjoint de la présidence. Merci, monsieur Alain Diomède Nzeimana. Merci beaucoup. Et bienvenue dans notre émission. Et nous avons aussi invité madame Denise Mugugu, présidente de la Maison de la Presse. Bienvenue dans notre émission. Merci beaucoup. Et sans tarder, entrons dans le vif du sujet. La première question est adressée à Denise Mugugu, présidente de la Maison de la Presse. Madame Mugugu, comment expliquer le déclin de la liberté de la presse au Burundi? Question difficile, hein? Parce que je suis peut-être l'une des personnes qui comprennent assez mal comment on a pu faire ce recul-là, quand on sait à quel niveau on était entre les années 2000 et 2015. Bon, la situation qu'a connu le Burundi depuis 2 ans est bien connue. Ce n'est peut-être pas intéressant de rappeler à tout le monde ce qui s'est passé. Et les premières personnes qui ont été victimes de cette situation, c'est les médias. Évidemment, quand les gens ne sont plus sur le terrain, il est normal que la liberté décline. Parce que la liberté, c'est d'abord travailler. C'est par le travail que s'exprime cette liberté. Et la liberté s'exprime par l'accès sur le terrain, par l'accès aux sources d'information. Et tout ça pose problème aujourd'hui. Je pense que les critères essentiels qui permettent à la liberté de la presse de s'épanouir ne sont plus là. Il est vrai que la liberté de la presse, elle est exprimée clairement à travers la Constitution, à travers la loi qui régit la presse au Burundi. Mais quand il n'y a pas les outils, la liberté s'en va. Et quand vous parlez des outils, vous voulez dire quoi? Il y a des journalistes qui ne sont plus là.
Il y a des médias qui ont été fermés. Or, la liberté, c'est aussi la diversité des médias, c'est aussi la diversité des opinions. Mais il y a des gens qui ne veulent plus s'exprimer ou qui ne peuvent plus s'exprimer. Il y a des lieux auxquels les journalistes n'accèdent plus facilement. Et il y a des journalistes qui ne travaillent plus. Il faut aussi qu'on le dise. Alors, les outils de la liberté, ils sont où? Ça veut dire c'est normal que la liberté ait connu une certaine régression, laquelle j'espère et le souci de tout le monde dans ce pays, si on veut réellement que la presse joue son rôle de promotion des autres possibilités de développement pour le Burundi. Le point de vue du Conseil national de la communication en ce qui concerne la régression de la liberté de la presse, je peux affirmer que il y a eu certains problèmes qui ont fait que la liberté de la presse ne soit pas bien exercée comme il faut. Et ces problèmes découlent spécialement de textes en rapport avec la communication. Raison pour laquelle, non seulement il y a ce problème de texte qui doivent être mis à jour, mais aussi il y a aussi l'incompréhension de certaines autorités administratives quand on est sur le terrain qui ne comprennent pas comment l'exercice, le métier de journalisme peut être exercé sans pour autant nuire aux intérêts de la communauté. Et c'est pour cette raison qu'il y a problème d'identification d'abord des journalistes sur le terrain. Deuxièmement, certaines autorités administratives ne donnent pas d'informations aux journalistes, surtout lorsqu'elles sont sollicitées pour se prononcer sur l'une ou l'autre question intéressant toute la communauté entière de sa circonscription. Voilà ce que je peux dire. Vous évoquez le problème de texte. La première intervention a mentionné la destruction des médias, des journalistes qui sont exilés et des détentions parfois arbitraires. Est-ce que cela est lié au texte? Pour ce qui est de ce qui s'est arrivé en 2015 surtout, vraiment, je dirais que c'est à cause de ces troubles-là qui se sont passés. Mais d'une façon générale, à part ces radios qui ont été détruites, et c'est surtout les conséquences qui en sont découlées, et je pense que ce n'est pas quelque chose à mentionner comme si c'était le cas qui arrive de temps en temps. Mais c'est un cas exceptionnel, c'est-à-dire en temps de conflit ou en temps d'insécurité. Vous savez, non seulement, ce n'est pas la presse seulement, mais c'est presque toute la vie du pays. Vous avez justement évoqué, monsieur le vice-président du CNC, des cas des administratifs plutôt qui ne comprennent pas le rôle des journalistes et qui refusent souvent l'accès aux journalistes à des sources d'information. Il y a notamment plusieurs fois Kalouzi, par exemple, du fait du gouverneur ou d'un commissaire de police. On n'a pas entendu le CNC ni tout organe de l'État clarifier les prérogatives des uns et des autres, à part aujourd'hui que vous venez de le faire, sur le travail des journalistes. Comment expliquer ce silence ? Mais peut-être que chaque fois qu'il y a une intervention, l'intervention n'est pas justement médiatisée. Sinon, je suis sûr et certain. La correspondante de la Voix d'Amérique à Karouzi serait témoin. J'ai intervenu plus de 3 fois, moi-même, à ma personne. Dans ce cas, vous ne pouvez pas dire que le CNC n'a rien fait. Mais des fois, nous le faisons, mais effectivement, ce n'est pas communiqué à tous les médias, mais c'est notre rôle d'intervenir lorsque un journaliste a un problème sur le terrain. En 2015, aussi bien qu'en 2016, on a décrié la violation de la liberté de la presse. Est-ce qu'on peut dire que ces mêmes violations se sont passées de la même manière en 2015 qu'en 2016 ?
Ce qui s'est passé en 2015 relativement aux médias a été suffisamment choquant. Mais pour l'année 2016, il y a eu des évolutions, même si on ne peut pas dire que tout est au top. Ça veut dire, comparativement par exemple en 2015, où on est allé progressivement, on a suivi tous les désaccords, par exemple, qui existaient depuis bien avant la crise d'avril entre, par exemple, le gouvernement et certains médias ou certains journalistes, et qui tenaient parfois à des préoccupations soit de sécurité, soit de politique, ou encore justement de définition, je pense, exacte du rôle des uns et des autres, et en termes, par exemple, de quelles sont les missions de l'État et quelles sont les missions, par exemple, des organes de presse. Et on est arrivé au stade, par exemple, de l'interdiction de certaines radios. Et on a assisté aussi justement à la destruction d'un certain nombre de médias privés, et jusqu'à 5, je crois, le 14 mai, dans la foulée du coup d'État du 13 mai. Alors, je pense personnellement qu'il faut distinguer, je pense, entre ce que je peux appeler la situation de fait. Ça veut dire qu'est-ce qu'on voit sur le terrain, qu'est-ce qu'on a vu sur le terrain, et qu'est-ce qu'on voit maintenant du point de vue aussi du droit, du point de vue de la législation en vigueur, du point de vue des mesures de politique qui permettent à ce que la liberté d'expression continue à s'exercer, et à ce que la liberté de la presse continue à être respectée dans ce pays. Et alors, pour ce qui est de la situation de fait, il faut dire qu'il y a évidemment un certain nombre de défis qui persistent. Et vous en avez déjà soulevé un certain nombre. Mais pour ce qui est de la situation de droit, il faut dire que nous constatons que la liberté continue à être garantie, n'est-ce pas? Il y a eu un certain nombre de mesures de restriction qui visent à contrôler l'activité de certaines personnes, par exemple, qui sont considérées comme journalistes. Mais on voit que le principe de la liberté de la presse est maintenu, et les restrictions en réalité sont des restrictions qui visent si vous voulez, à concilier, n'est-ce pas, les besoins de la liberté de la presse par rapport aux autres besoins et aux aspirations de la population burundaise. Maintenant, il s'agit de voir, je pense, point par point, quelles sont les mesures, par exemple, qui peuvent être préjudiciables à la liberté de la presse sans être justifiées et sur le plan des droits de l'homme, et quelles sont les mesures qui peuvent continuer à être maintenues et en étant suffisamment justifiées sur le plan des droits de l'homme. Et est-ce que vous avez l'impression que quand même, entre 2015 et 2016, il y a eu une différence ou un changement en matière de liberté de la presse pour les médias, 2015 et 2016 ? Oui, absolument. Il y a une évolution. Par exemple, je note évidemment la réouverture, par exemple, de la radio Isangane et de la radio RMA FM, qui avait été détruite le 14 mai. Et donc, ils ont repris leur programme. Alors nous avons en tout cas apprécié cette mesure. C'est vrai qu'il y a eu n'est-ce pas, l'espoir que évidemment ce dossier devait être continué progressivement, mais ça veut dire que les problèmes persistent, mais quand même ça c'est en ce qui nous concerne des évolutions. Une autre évolution pour nous, c'est vrai, on a observé les problèmes, que ce soit d'arrestation ou de harcèlement de certains journalistes. Mais en même temps, on a vu qu'il y avait beaucoup plus d'ouverture de la part des autorités par rapport à des cas spécifiques. Et vous avez parlé tout à l'heure du cas du correspondant de la Voix de l'Amérique à Karoussi. Et on a d'autres cas, le cas aussi du correspondant de la Voix de l'Amérique à Rutana, par exemple. Il y a d'autres cas pareils. Et je pense qu'on a arrivé jusqu'à 8 cas pour 2016 jusqu'à la fin de l'année. Mais en réalité, à chaque fois, on a vu une volonté de l'autorité, n'est-ce pas, d'être à l'écoute par rapport aux recommandations des différentes autorités, y compris la CNDH, quand il s'agissait des cas de journalistes qui sont, par exemple, détenus. Et donc, ça, c'est en ce qui nous concerne des évolutions qu'on peut noter. L'autre chose qu'on peut noter, c'est aussi
l'esprit de dialogue qu'on a vu. Et je pense avec la réunion de Bruxelles qui a été organisée entre le CNC et différents professionnels de la presse, que ce soit de la presse publique, de la presse privée et des partenaires techniques et financiers. Je pense que ça a été quand même une plateforme intéressante qui permet de mettre sur la table les différentes préoccupations liées à la liberté de la presse et de voir comment à mesure on peut, n'est-ce pas, déballer les problèmes et travailler ensemble pour les résoudre. Donc je pense que vraiment cet esprit de dialogue doit être maintenu. Voilà, en termes d'évolution, c'est ce que je peux noter pour l'instant. Tout n'est pas encore fait, mais il y a eu des évolutions quand même comparativement à la façon dont ça avait commencé. Est-ce qu'on peut parler de la liberté de la presse quand il y a des radios qui sont fermées et qu'il y a des journalistes en exil? Bon, merci beaucoup pour la parole. C'est une très bonne question et je vais utiliser un peu d'histoire en la répondant. Et la personne qui est intervenue, la première, Mme Denise Mugugu, a évoqué le fait que il y avait une dizaine d'années que la liberté d'expression et la liberté de la presse étaient l'une des meilleures au monde. Et il faut d'abord se poser la question, qu'est-ce qui s'est passé? Là où on est aujourd'hui, qu'est-ce qui s'est passé? Parce que si vous acceptez le fait que tout était bien, que c'était presque parfait et que subitement quelque chose a changé, c'est que il y a quelque part quelqu'un qu'il faut blâmer. Et donc, d'une manière professionnelle, ou bien d'une manière politique, ou bien si on fait une analyse de la société, vous allez voir que il y a des gens qui se sont comportés d'une manière irresponsable, c'est-à-dire qui ont dévié. Et ils avaient des objectifs à accomplir, mais ils ont dévié. Et puis, si vous avez évoqué aussi le fait que quelques radios, quelques stations ont été détruites, et là aussi, il faut se demander qu'est-ce qui s'est passé. Et vous plaidez aussi pour vos collègues qui sont plus fonctionnels pour le moment. Mais vous vous rappelez aussi que cette unité au sein des médias n'est pas bien assurée. Si je vous donne l'exemple de la radio Rema FM qui avait été détruite sous l'instruction de notre patron d'une autre radio qui disait aux putschistes de faire tout le possible pour qu'on détruise cette radio. Et c'est exactement ce qui s'est passé. Et ça a été prouvé au niveau de la RCT, au niveau des services de renseignement. On a montré exactement ce qui s'est passé. Alors, maintenant, si je reviens à la question. Vous parlez de détention arbitraire et vous parlez des gens qui sont en exil. Je pense qu'il faut, comme je le disais au début, il faut jeter un regard rétrospectif et voir réellement ce qui n'a pas bien marché et essayer de voir s'il faut le corriger. Parce que s'il y a des stations, soit de télévision ou de radio, qui s'associent avec les putschistes et qu'il y a des patrons des stations qui ordonnent la destruction d'autres radios, vous voyez que c'est un problème. Mais, comme je l'ai dit dans une autre émission hier, là où on débattait le même topic, je remarque que à cause de ces 2 années qui se sont passées, là où il y avait une crise ouverte, là où il y a eu un coup d'État qui malheureusement n'a pas, heureusement n'a pas abouti, et là où il y a eu des manifestations violentes qui ont entraîné des pertes humaines et des destructions de propriétés, soit de l'État ou des individus, il y a eu quand même cette situation qui a fait que non seulement les médias, mais aussi les individus en privé, les populations, n'aient plus cette liberté qu'ils avaient avant la crise. Alors, moi, je dis que ces années se sont passées.
les 2 ans dont je parle. Maintenant, la situation sécuritaire, nous sommes tous témoins ici, c'est considérablement amélioré. Et le climat des affaires, le climat de la société, même dans les médias, c'est aussi amélioré. Mais on ne peut pas nier le fait qu'il y a eu cet état de se regarder avec un œil qui n'est pas bon, c'est-à-dire entre les pouvoirs publics et les médias. Et peut-être, ce serait le temps de revoir la situation et de remettre les choses au bon fonctionnement des choses. Vous parlez des médias qui se seraient associés avec les putschistes, mais en même temps, vous dites qu'il faut... dans cette situation-là, il faut trouver quelqu'un ou une personne qu'il faut blâmer. Si tel est le cas, qui blâmer selon la présidence? La question qui avait été posée et qui a été répondue était de savoir pourquoi est-ce que la situation de liberté de presse n'est plus ce qu'elle était. Il y avait madame qui a dit, entre l'an 2000 et 2004, la situation était bonne. Et soudainement, elle a changé. Ne faudrait-il pas se poser une question de savoir qu'est-ce qui a entraîné que cette situation change? N'est-ce pas? Donc, selon la présidence, c'est ce qui a entraîné le changement de la situation. Ce sont les médias qui se sont ligués avec les putschistes. Entre le 26 avril 2015 et quelques mois ou une année après, vous étiez tous à Bujumbura. Et vous savez exactement ce qui s'est passé. Non seulement les radios ou les télévisions ne pouvaient fonctionner normalement, même quelqu'un qui voulait aller au marché ne pouvait pas aller en toute liberté. Vous voyez, c'est la raison pour laquelle je vous dis que cette situation-là de putsch, de violence, a entraîné que la vie ne fonctionne pas normalement. Il y a de cela 2 ans que cela s'est passé, mais aujourd'hui, Reporters sans frontières classe le Burundi sa 60e pays sur les 180 enquêtés. Est-ce que c'est toujours la situation de putsch qui pèse sur ce classement, ou bien ce sont les violations qui se sont suivies qui font que aujourd'hui le Burundi est classé parmi les derniers pays qui protègent la liberté de la presse? Moi, normalement, quand j'adresse des cas, maintenant on est en train de parler de liberté d'expression, de liberté de presse, mais j'associe la vie en général, la vie du pays. Ce n'est pas seulement la liberté de la presse. Vous savez qu'on a combattu pendant les 2 dernières années, là où on disait que les gens étaient tués et que les rues de Bujumbura étaient jonchées de cadavres, et qu'on a dû inviter le Conseil de sécurité des Nations Unies, on a dû inviter une délégation de haut niveau de l'Union africaine pour voir la situation sur place. Au fait, au niveau des médias et au niveau des politiciens ou au niveau des gens de la société civile, il y a eu cet élément-là de diabolisation du pays, de diabolisation du système de gouvernement, tellement qu'on ne sait pas quelle est la vérité. Et vous savez, donc les organes dont je viens de parler sont venus ici. Ils ont vu par eux-mêmes que la situation au Burundi était différente de ce qui était portrayé au niveau des médias. Alors, un rapport comme celui-ci de Reporters sans frontières, je ne m'attarde pas. Parce que je sais que même les organisations qui se respectent des droits de l'homme, de la France, des Nations Unies, vous donnent des rapports qui sont faux. Heureusement, nous avons quelqu'un ici de l'organe qui se respecte des droits de l'homme du Burundi, qui peut être témoin. Ici, le pays a été vraiment victime des gens des Burundais ou bien des étrangers qui ont mené une campagne de diabolisation et qui, à un certain moment, parce que dans le rapport ici de Reporters sans frontières, on vous dit, par exemple, que au quotidien, les journalistes
peinent à travailler librement et sont régulièrement harcelés par les forces de sécurité, vous voyez, etc., etc. Alors que ici, vous évoquez par exemple le fait que les radios qui avaient été fermées ont ouvert les portes. Et que, par exemple, il y a d'autres radios qui vont peut-être voir leurs portes ouvrir. Alors, je vais aussi vous donner l'exemple dans ce rapport ici. Il y a les États-Unis qui sont la première puissance mondiale, qui est classée 45e sur sa 80. Ça vous montre aussi que, quelque part, il y a un problème. Parce que le nouveau président des États-Unis, Donald Trump, a osé de qualifier les médias d'ennemis de la nation. Parce que c'est exactement ce qu'il a dit, ennemis de la nation. Vous vous rappelez de la campagne avec Hillary Clinton, et les gens, ici d'ailleurs, maintenant, il y a ce que l'on appelle fake news. Il y a des gens qui, délibérément, vous écrivent un article de 10 pages, mais qui n'a rien à voir avec la réalité. Est-ce qu'on peut dire qu'aujourd'hui, au Burundi, les médias sont ennemis de la nation comme... Non, c'est pas ce que je dis. J'ai essayé de vous montrer... Il a repris. J'ai essayé de vous montrer, j'ai repris ce que Donald Trump a dit, des médias des États-Unis, non pas les médias du Burundi. Oui, tout à fait. C'est toujours sur cette question, ce rapport de Reporters sans frontières. Denis Mgougou, président de la Maison de la Presse, le Burundi classé sa 60e sur 180 pays enquêtés, au point de vue bien sûr de la liberté de la presse. Campagne de diabolisation, comme le dit le porte-parole adjoint du président de la République, où il y a une autre signification derrière. Si nous, on fait une introspection, est-ce que la situation qui s'est passée ne nous touche pas quelque part? Est-ce qu'elle ne touche pas à l'exercice de notre liberté? Je pense que, de manière réaliste, le traumatisme de toute cette situation nous amène nous-mêmes, déjà les journalistes, à faire une certaine autocensure sur la manière dont nous travaillions avant. Et ça, c'est perceptible dans les informations que nous donnons. Le fait qu'il y a des endroits où le journaliste ne peut plus aller travailler librement. Les textes disent que le journaliste a le droit d'aller partout sur le territoire burundais. Mais est-ce que cela est possible aujourd'hui? Et ces choses-là, vous savez, le monde, c'est un petit village. Ces choses-là, il n'y a pas que nous qui le voyons. Il n'y a pas que nous qui suivons ces situations. Quand on prend le matériel d'un journaliste, quand un policier, quelque part, pas vraiment au gradé, des agents qui sont sur la voie publique te disent non, tu ne peux pas travailler ici. Bon, c'est des choses qui, quelque part, nous touchent profondément. Et nous-mêmes, on empiète un petit peu sur notre liberté d'exercer. Et cela, ajouté aux autres situations que nous vivons sur le terrain, d'autres gens, d'autres personnes, d'autres organisations ont une certaine façon d'analyser ces situations. Mais cela dit, ce rapport ne devrait pas nous inquiéter outre mesure. Il faudrait surtout qu'on en profite pour voir comment nous replacer à la bonne place. Je crois que c'est cela l'important, c'est cela la leçon que nous devrions tirer de toutes ces publications qu'on fait. Parce que non seulement on classe le Burundi à une place qui n'est pas bonne en matière de liberté de la presse, mais on nous classe aussi sur le plan du développement. Et tout ça, ça devrait nous interpeller. Monsieur le porte-parole, monsieur le vice-président du CNC, la dernière intervention mentionnait qu'aujourd'hui, vu ce qui s'est passé, il y a l'autocensure. Vous qui contrôlez le contenu des médias, vous trouvez la même chose? Merci de la Comment, en quelque sorte, appréciez-vous le contenu médiatique aujourd'hui? Tout d'abord, quand vous avez parlé du rapport de Reporters sans frontières, et quand cet organe a placé le Burundi au 160e pays, parmi les 180 pays qui ont été analysés, d'après les interventions de mes collègues qui ont commencé, je pense que comme le Conseil national de la communication qui devrait nécessairement, qui détient des informations nécessaires pour pouvoir évaluer
les différentes stations de radio, de télévision au Burundi, ou les journaux écrits, je pense que Reporters sans frontières n'a jamais approché le Conseil national de la communication pour demander quoi que ce soit, afin de pouvoir avoir des critères d'analyse, de classement de ces pays. Et raison pour laquelle, plutôt que d'être inquiété de la position du Burundi, il faut plutôt voir ce qu'il faut faire pour que nous puissions aller de l'avant. Parce que, vous savez, ceux qui ont fait ce rapport avaient un objectif. Et le Burundi a un objectif d'aller de l'avant. Donc, il ne faut pas peut-être regarder en arrière plutôt. Il faut faire tout possible pour qu'on arrive à notre but. Notre but, c'est de faire dans tous les moyens possibles pour que la liberté de presse soit mieux garantie. Et en plus de cela, pour qu'on évite ce qui ont fait que cette liberté soit régressée, n'arrive pas encore. Parce que, vous savez, lorsque vous avez un programme de société qui a été vraiment apprécié par la population et qu'une autre personne qui avait un autre programme voulait que vous ne puissiez pas aboutir, il aura toujours tendance à dire surtout des mensonges par rapport à ce que vous faites pour que vous perdez courage. Ceux qui ont fait ce rapport ont un autre agenda. Effectivement. Les critères d'évolution de la liberté de la presse en 2016 par rapport à 2015, on a fait mention de 2 radios. Une radio et une radio-télévision qui ont été rouvertes, la radio Isanganiro et la radio-télévision Rema FM. Mais aujourd'hui, il y a 4 autres radios, à savoir RPA Bujumbura, RPA Ngozi, Renaissance et Onitsha, qui sont toujours fermées depuis 2 ans. Qu'est-ce qui empêche qu'elles soient rouvertes comme leurs consoeurs? Tout d'abord, je voudrais rectifier. Les radios qui ont été réouvertes, ce ne sont pas une télévision et une seule radio. Il y a Humuriza FM de Gitegawe. Parfois, vous oubliez que même Humuriza a repris ses activités au même titre que Isanganiro. Si vous demandez pourquoi est-ce que ces radios n'ont pas encore repris leurs activités, c'est aussi simple que cela pour répondre. Parce que, tout d'abord, d'après la loi régissant la presse au Burundi, aucun autre organe du pays ne pouvait fermer une station de radio ou de télévision, sauf le Conseil national de la communication. Mais, au regard de ce qui s'est passé, et je ne peux pas dire que le Conseil national de la communication n'existait pas, mais il existait. Ou bien on a usurpé vos pouvoirs. Lorsque les lois sont en train d'être violées, c'est tout d'abord les forces de l'ordre ainsi que la justice qui interviennent en premier lieu. Raison pour laquelle ces radios ont été fermées par décision judiciaire. Et dans ce cas, pour qu'elles puissent reprendre les activités, c'est toujours la justice qui doit se prononcer. On a entendu de la bouche des autorités du CNC que, par exemple, la radio Onitsha n'a aucun problème, qu'on peut la laisser rouvrir. Vous maintenez cette position? La radio Onitsha, au point de vue technique, n'avait pas de problème. Ce n'est pas à dire que j'ai dit que la radio Onitsha n'a aucun compte à rendre à la justice. Non. Non. Au même titre que les autres radios, elle a quelque chose à rendre à la justice.